Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous pétez la forme. Chez moi, ça va très bien. Ravi de vous revoir à nouveau sur DMC pour la suite de notre formation sur Django. Dans cette vidéo, nous allons entamer la dernière partie de notre formation, la section des commentaires de notre blog. Dans la dernière vidéo, on a vu carrément comment concevoir en fait les formulaires d'inscription et de connexion en fait à notre site web. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour gérer la section des commentaires pour permettre en fait à chaque utilisateur en fait de pouvoir laisser un commentaire ici, voilà, sans souci. D'accord? Donc, vous voyez, comme ici, voilà, la personne peut commenter et envoyer. Maintenant, on a été obligé d'apporter quelques modifications, notamment déjà ajouter le modèle en fait des commentaires, mais aussi, voilà, mettre une restriction limitant en fait l'accès au poste qu'aux utilisateurs déjà connectés. Alors, nous allons voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut concevoir ensemble ce système-là. Alors, voici un petit peu, voilà, où nous étions la dernière fois. Comme vous le voyez ici, il n'y a pas de commentaire affiché ici. D'accord? Voilà. Et on peut avoir accès au poste même si on n'est pas connecté. Alors, pour faire ça, en fait, on va revenir sur Visual Studio et on va passer dans voilà, dans notre application blog et dans les modèles ici. Et voilà. Et là, juste en dessous, en fait, de notre modèle de poste, on va créer notre modèle de commentaire. Donc, on va venir faire classe comment. Voilà. Et là, je vais dire que bien, il va hériter de modèle. OK. Après quoi, maintenant, nous allons définir les champs de commentaires. D'après vous, quels sont les champs qu'un commentaire pourrait avoir? D'abord, déjà, il aura des champs auteur ou du moins user, puisque là, il n'y aura pas que des auteurs, mais il y aura peut-être les utilisateurs aussi. Donc, pour dire qu'un auteur pourra commenter, évidemment, mais voilà, un visiteur aussi pourra en temps normal laisser un commentaire. Donc, on va dire que user, en fait, doit être un élément de type foreign key. Voilà. Et le foreign key, en fait, doit faire référence, en fait, à notre élément post. Puis, nous aurons notre attribut onDelete, en fait, voilà, pour nous demander qu'est-ce qui va se passer si par hasard le post est supprimé. Ok, là je me suis trompé, c'est pas post ici, mais c'est le custom user. Et comme on avait fait en fait pour notre élément post ici, on va utiliser le auth user model ici. Donc je vais faire auth user model. Ok, et en cas de suppression en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va dire en fait que si l'utilisateur est supprimé, est-ce qu'on aimerait que tous ces commentaires disparaissent aussi par la même occasion? Bah oui. Donc je vais dire en fait que je vais faire du models.cascade. Je dire que si voilà, un utilisateur est supprimé, je veux carrément que voilà, tu supprimes par cascade tous ces commentaires. Alors, après le champ user, on aura un champ post ici. D'accord? Et ce champ post là serait également un modèle. Voilà, un foreign key, une clé étrangère qui va lier maintenant notre commentaire à un post. D'accord? Donc, on va dire du foreign key et on va dire que tu vas te lier au post ici. Et maintenant, du onDelete aussi ici, on va passer par la même méthode. On veut qu'en cas de suppression du post, on veut supprimer aussi tous les commentaires qui y sont rattachés puisque ça sert à rien de garder des commentaires qui n'ont pas de post. D'accord? Tout comme ça sert à rien de garder des commentaires s'il n'y a pas un utilisateur qui est lié à ça. Voilà. Donc, on va faire du modèle cascade aussi ici pour dire que je veux que tu supprimes tout ça. D'accord? Et enfin, on va mettre notre dernier élément qui sera le comment. Et ce comment-là, avec un C minuscule, bien évidemment, voilà, comment, ou tout simplement content, ou voilà, tout ce que vous voulez. Moi, je mets comment ici, vous dire le commentaire en question, qui sera un modèle point texte field ici. Voilà. Donc, le text field, en fait, va supposer que, bon, voilà, ce sera un commentaire assez long, il peut mettre tout ce qu'il souhaite à passer à l'intérieur. D'accord? Une fois que ça c'est fait maintenant, nous allons devoir appliquer ces migrations pour affecter notre table de données. Donc, on va ouvrir un nouveau terminal en dessous, bien évidemment, et je vais relancer, voilà, ça. Et maintenant, je vais dire que je vais faire pi manager.py et je vais faire make migrations, d'accord, et je vais préciser l'application blog. Donc, il a effectué les migrations qu'on va appliquer. Donc, toujours pour l'application blog, je vais faire migrate. Ok, ici on n'a pas eu besoin de préciser le voilà, le nul, le blank ici, puisque
par défaut, tout est obligé ici. Il faut forcément qu'on ait un utilisateur, qu'on ait un post et que, voilà, forcément qu'on ait un commentaire. Voilà, ça va de soi. D'accord? Voilà. Une fois que tout est appliqué, on peut, voilà, vérifier ça dans la base de données SQLite. Ok? Et là, on aura blog.comment ici. Et là, vous allez voir qu'il y aura un ID pour, voilà, l'identifiant du commentaire. Ensuite, on aura le comment, on a le post ID et le user ID qui est là. D'accord? Donc, parfait. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On va essayer d'affecter un commentaire. C'est-à-dire que ici, je vais essayer de remplir, voilà, un commentaire quelconque ici. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer maintenant, voilà, de mettre un formulaire dans chaque, voilà, dans chaque show ici. On va afficher un formulaire en bas qui va écrire le commentaire et envoyer en fait pour qu'on essaie d'enregistrer ce commentaire en question. Maintenant, pour pouvoir faire ça ici, on sera obligé de demander qu'il y ait un commentaire que cet utilisateur est connecté ici. D'accord? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir à ce niveau. On va passer dans les vues, voilà, de l'application blog ici, dans les views ici. Et on va aller à la vue du post show ici. Donc ici, en fait, on va préciser à ce niveau avec un décorateur que cette vue-là n'est autorisée qu'aux éléments qui sont connectés. D'accord? Donc, on va importer un décorateur qu'on appelle le login required ici. Donc, il est dans Django contrib, voilà, django.contrib.auto.decorators et on va importer le login required. D'accord? Et tout ce qu'on aura à faire, c'est de préciser le décorateur ici avec l'arrobase et on va dire login required ici. Et c'est tout. Donc, avec ce décorateur appliqué, ce poste ne sera désormais accessible qu'aux utilisateurs connectés. Donc, si vous repassez ici et que vous actualisez, voilà, il va lever une erreur parce qu'aucun utilisateur n'est connecté. Par contre, si on repasse à ce niveau, je vais actualiser bien évidemment cette page et je vais me connecter. Donc, je vais connecter route, ok, et ensuite, son mot de passe, je passe et j'envoie. Donc, une fois que la connexion est établie, on peut consulter correctement un poste ici. Ça marche. Voilà. Mais dès l'instant où il sera déconnecté, le poste devient inaccessible. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On va aller dans les formulaires ici, dans le template du show, à ce niveau-là. Et on va créer un formulaire juste à la fin, après le content ici. Donc, juste ici, je vais dire que je vais créer un élément form et ça sera un form post. D'accord? Et l'action, on va dire que je veux qu'il reparte en fait avec la fonction URL. Et je vais dire que je veux que tu passes sur mi login. Non, en fait, c'est du post show si je ne m'abuse. Attendez, je vais vérifier un peu le nom que je donnais à cette URL là. Donc, dans bloc, toujours URL ici. Voilà, c'est post show post ici. Attention, attention, attention. Ok. Donc, je copie ça que je vais venir coller juste ici. Et voilà. Donc, là, et c'est bon. Donc, je veux que l'action repasse directement à ce niveau. Méthode post ça, c'est bon. Alors, on va utiliser, comme on a eu à le voir de l'autre côté, on va utiliser le CSRF token pour que ça fonctionne, sinon il va lever une erreur. Après quoi, on va juste utiliser voilà, un text area à ce niveau. Ok, on va pas faire de formatage à ce niveau, c'est tranquille. Pour l'instant, on va rien formater, on va juste placer les éléments. Après notre text area, on va créer un élément input de type submit à ce niveau. Donc, pour préciser en fait, il suffit de faire un deux points et taper juste submit. Il va le sélectionner. Et là, on va faire envoyer. D'accord? Donc, ça c'est bon. Maintenant, dans notre vue maintenant, on va revenir à ce niveau et on va récupérer ça ici. Donc, étant donné qu'on attend, voilà, un élément de type post, on va tester la requête. On va dire if request, voilà, point méthode est égal à post. Alors, si c'est ça, on va directement récupérer les données. Comme on n'a pas créé le formulaire pour ça, étant donné que c'est juste un seul champ, pas besoin, on va récupérer directement les data dans request.post. OK. Une fois que les data sont récupérées, pour l'instant, on va tester, on va juste printer,
voilà, data, à ce niveau. D'accord, c'est bon. Alors, jusque-là, ça va. Ici, c'est bon. On va actualiser un peu pour voir à ce niveau. Et voilà, il me lève une erreur, il me dit que showPost a besoin d'un argument, évidemment, puisque j'ai oublié que on récupère directement voilà le slug de showPost ici. Donc, étant donné que notre élément slug est disponible ici, il suffit de faire juste un post.slug. Donc, on passe directement le slug à ce niveau. Si on actualise, on voit qu'il affiche ça correctement et voici un peu ça. Donc, ce qu'on va faire, on va tester. Je vais dire test de data et je lance et il réactualise. Il renvoie ça ici. Maintenant, si on peut voir à ce niveau, voilà un peu les données qu'il récupère. Il récupère un query dicta ici, c'est ça. Ok. Donc, il récupère ça en fait. Les données sont là, mais bon, on n'a pas passé. Donc ici, on va donner un élément name ici. Je vais dire que ça sera le content. D'accord. ID, je vais dire content aussi. Ok. Donc, on va réactualiser les données. Je vais revenir, je vais réactualiser ça. Non, puisque il va renvoyer le formulaire, c'est pas ce que je souhaite. Donc, je le passe ici et je fais un nouveau test new et je lance. Et maintenant, on va repasser à ce niveau. Et voici. Donc, il me dit maintenant que on a un élément qui s'appelle test new. Donc, un élément content et la valeur, c'est directement test new ici. OK? Donc, c'est bon. Alors, une fois que ça passe maintenant, on va essayer d'enregistrer en fait cette donnée à l'intérieur. OK? Vous voyez que ici également, il a tenu compte en fait de l'espace blanc, c'est-à-dire des espaces white space et des tabulations qu'on a eu à appliquer. OK? Donc, on va gérer tout ça plus tard. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans notre vue. Voilà, une fois qu'on a récupéré les data, on va créer un objet de type comment. D'accord? Donc, je vais dire comment ici, point object à ce niveau. Voilà, point. Il va falloir que j'importe ça, il ne le reconnaît pas. Donc, je viens, je dis, voilà, comment, c'est bon. Donc, je vais faire object.create à ce niveau directement. Et il va falloir qu'on lui passe directement les informations. Étant donné qu'un utilisateur est déjà là, c'est que l'utilisateur est déjà connecté. Ça va de soi, n'est-ce pas? Alors, si c'est pour un poste ici, il va falloir qu'on récupère le poste. Donc ça, je vais le mettre plus haut pour dire que forcément un slug est passé. Donc, on récupère déjà le poste. Ça, c'est indispensable. Maintenant que ça c'est fait, on va dire que uniquement pour ce poste-là, je veux que tu dises que un champ poste ici. Voilà, et le champ poste doit être égal à poste. Ok. Ensuite, on aura un champ user qui doit être égal à request.user. Et enfin, on va donner notre dernier élément qui est comment qui doit être égal à notre data de request, euh, de content. C'est ce que j'ai mis là-bas. D'accord? Voilà. Et là, on va essayer de revoir ça. Je repasse à ce niveau. Voilà. Je vais réactualiser. Bien évidemment, il faudrait que je clique à ce niveau. Voilà, tout est bon. Et je vais à ce niveau passer mon texte. Je vais dire que test 1, 2. Voilà, c'est pas grave. Et j'envoie. Et à ce niveau maintenant, si vous venez dans votre base de données, ok, si on cherche la base de données SQLite 3, et voilà, on verra maintenant qu'il a enregistré test2 qui est lié à notre poste d'ID 2 et à notre user d'ID 1. D'accord? Donc, ça marche. Maintenant, je maintenant qu'à réafficher un petit peu ces détails-là. Donc, toujours dans la vue, à ce niveau-là, une fois qu'on aurait fait ça, tout est bon ici. Si ce n'est pas le cas, bah, on retourne ça. Ça va de soi. Alors, on va venir dire que avant de faire ça, on va récupérer les différents commentaires qu'on a sur le post en question. D'accord? Donc, cela signifie que on va récupérer les commentaires. Et là, je vais dire comments qui doit être égal juste à comment ici. OK? Point object point get à ce niveau. En fait, bam, 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 bam. Je vais filtrer. Bon, je vais récupérer all pour l'instant. Je vais pas, puisque c'est pas un élément que je veux sélectionner, mais l'ensemble. Et sur cet ensemble-là, je vais faire un filter et je vais filtrer sur
le post qui doit être égal à post ici. Voilà. Donc, on va filtrer sur l'élément post en fait pour récupérer les commentaires qui répondent uniquement à ce post-là. Donc, dès cet instant, si je reviens, je vais printer les commentaires pour qu'on les voit un peu avant de les afficher. Donc, je vais faire print de comments à ce niveau. D'accord? Alors, je vais revenir un peu à ce niveau-là. Je vais le sortir. Bon, je vais quand même revenir à Home. D'accord? Et je vais venir sur ce post-ci. D'accord? Donc, je vais dire ici que post spécial. Donc, je dis post spécial ici. D'accord? Et je sauvegarde. Et là, quand il revient, ben, il n'y a pas de ça ici. D'accord? C'est pas grave. Alors, si vous revenez, c'est-à-dire que si on revient depuis Home ici et on repasse ici, vous allez voir que, attention, c'est plutôt à ce niveau que je devais le voir. Voilà, il a récupéré en fait le commentaire one ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, commentaire 1, c'est le commentaire uniquement qui répond pour cet article-ci là. Regardez cet article-là qui est, attention, voilà, cet article-là, c'est le commentaire numéro 1. Regardez, si je quitte et j'ouvre à nouveau pour ce post-ci, regardez, il va afficher le commentaire numéro 2 puisque il n'y a que ça qui est là. Donc, vous voyez en fait qu'il sélectionne un seul commentaire et il filtre selon le bon post. Donc, ça marche. Donc, une fois que ça c'est fait, on va juste passer les commentaires directement dans notre contexte ici. D'accord? Donc, je vais venir dire ici que comments, voilà, doit être égal en fait à comments à ce niveau. C'est bon? Voilà. Donc, si vous revenez maintenant et que, bon, pas ici, il va falloir qu'on traite ça. Il va falloir qu'on traite ça dans notre show. Donc, on va chercher notre show HTML ici. Voilà. Et là, juste après ça, on va boucler. Ok, donc, on va créer une div avec l'attribut container. Voilà. En bref, ça suffit déjà. Et on va maintenant passer une boucle for. Donc, je vais venir dire que euh, mon élément, je vais faire un for C, je mets for comment in comments. Je fais ma boucle for plus bas. Je fais un end for. Voilà. Et là, entre ça maintenant, je vais afficher les commentaires. Donc, je vais juste dire que je fais une div. D'accord? Et dans cette div, je vais juste faire un P pour afficher le commentaire en question. Et ça sera juste commenta.comment ici. Voilà. D'accord? Et on va revenir, on va actualiser. Et là, bim, il met post spécial. Donc, si je mets un autre commentaire, je vais dire post spécial 2 que j'envoie. Il va boucler. Et à la fin, vous allez voir post spécial 2 ici. Donc, en fait, quand vous envoyez un commentaire, il va actualiser, il va l'afficher. D'accord? Donc, si je revenais directement sur notre blog ici et que je prenais, voilà, l'avant-dernier article, vous voyez que là, c'est test qui est là. Donc, si je veux que tout ce qui est marqué test doit s'afficher ici, je vais faire test 3. Voilà, si j'envoie, comme de l'autre côté, il va afficher test 3 ici. Vous voyez qu'il ne mélange pas en fait les commentaires, d'accord? Il arrive carrément à les sélectionner par poste. Alors après ça, nous allons gérer maintenant le CSS en fait de notre commentaire, ok? Et pour ça, nous allons utiliser un module de Bulma qui s'appelle l'object. Je vais taper Bulma, ok? Donc Bulma CSS, bon, juste Bulma, tout court, Bulma CSS. Voilà, pas le CDN, je vais passer directement à ce niveau. Et je vais passer sur les composants de Bulma. Voilà. Et là, si vous venez directement dans ces composants, ok, layout, voilà. Donc, dans le layout, vous allez avoir carrément une classe qui s'appelle le Media Object. Donc, cette classe va nous permettre en fait de gérer les commentaires correctement. Donc, qu'est-ce que Bulma nous dit en fait? Voici ce qu'on peut faire ici. Et là, je pense qu'on peut gérer jusqu'à trois niveaux d'éléments. Voilà, par exemple ici, on peut gérer un commentaire principal, on peut gérer un second commentaire ici, un troisième, un quatrième, bref.
On peut gérer pas mal de trucs. OK? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va juste copier un exemple, un module ici, pour ça, uniquement. Et on va essayer d'optimiser ça à notre niveau. Donc, si on agrandit ça un peu, voici ce que ça donne. Donc, je vais copier tout ça. CTRL-C. Et ensuite, on va l'appliquer directement sur notre élément. Donc, on va dire que plutôt que de créer ça pour chaque élément, je veux que pour chaque élément, voilà, que tu fasses ça ici. Donc, tu vas créer un élément de type article et que tu vas gérer tout ça. Bref, c'est là. Donc, on va supprimer cette div-là. On n'en a plus trop besoin ici. OK? Maintenant, on va parcourir ligne par ligne pour comprendre. Donc, déjà, on va créer un élément de type article. D'accord? C'est une balise HTML de base. Et dans cet élément, on va insérer des éléments de type figure ici. Et là, il dit qu'il y a image qu'il a dimensionné à 64, une image carrée. C'est notamment cette image-là qu'on aperçoit à ce niveau-là, cette image-ci. D'accord? Nous, on va rendre ça automatisé. On va utiliser une image qu'on a sauvegardée ici, l'image par défaut. D'accord? Donc, on va gérer directement ça. Au niveau de la source ici, on va dire que je veux que tu te réfères à un élément de type statique. OK? Donc, je vais dire que statique ici. Et cet élément statique-là doit partir de... On va revenir à notre dossier assets. Donc, je vais dire static assets slash. Et là, je pense que c'est default image. OK? Donc, je vais dire slash ici. Je vais dire default underscore image point jpg. Voilà. Donc là, il va carrément optimiser avec cette image. OK? On ne peut permettre à chaque utilisateur de mettre sa photo personnalisée autre, mais bon. On va faire simple en fait pour cette vidéo. Ensuite, ici, on a le media content. Donc, cette classe media content, en fait, c'est cette classe-là, en fait. C'est la classe qui va contenir tout ça. Tout ce que vous voyez là. D'accord? Voilà. Et dans cette classe maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord définir une div avec l'élément content qui va contenir déjà ce qu'on va appeler, voilà, à ce niveau-là, ça représente le nom, voilà, carrément, l'adresse et le nombre de temps que ça a pris pour être publié. OK? Donc, à ce niveau, si on revient pour voir, on va voir ce nom-là, ça, et ça prend une minute de cela. OK? Donc, à ce niveau, on va dire que pour le nom, on a un utilisateur ici. Donc, on va venir dire juste que, on va afficher request.user.username. D'accord? Directement. OK? Et à ce niveau aussi, on fera la même chose. On va dire ici que on va appeler notre élément request.user.username. OK? Et on va faire précéder ça par le symbole de l'arrobase pour que ça fonctionne. OK? Pour l'instant, on va garder les 31 minutes puisqu'on n'a pas géré ça pour l'instant. Ensuite, on a le content qui est là. Et ce content-là, on le connaît déjà, ça sera géré automatiquement. Donc, on revient à ce niveau et on va dire que ça sera à comment.comment. D'accord? Ensuite, ici, ça c'est pour les éléments level, pour les mobiles et autres. Il va gérer ça carrément pour pouvoir gérer ça à son niveau. À ce niveau, il a utilisé carrément des icônes, ce qu'on appelle le font awesome. Donc, c'est des icônes de font awesome en fait qu'il a eu à utiliser ici, puisque Bulma intègre en même temps ces icônes-là. D'accord? Voilà. Donc, à partir de là, je pense que c'est bon. Si vous ne voulez pas carrément de l'élément de suppression, il suffit de supprimer cette ligne-là. Pour l'instant, on va actualiser ainsi et on va voir un peu ce que ça nous donne. Donc, si on revient et qu'on actualise à ce niveau, voilà ce que ça nous donne. Donc, il a envoyé test 3 fois, 2 fois du moins. Donc, vous voyez carrément, il arrive à gérer ça. Il crée déjà cet élément assez élégant. Donc, c'est bon. OK? Alors, maintenant, si vous ne voulez pas de ce bouton-ci, il suffit simplement de le supprimer puisque là, de toute façon, il n'y a pas d'action qui est liée à ça. Donc, on aurait pu créer carrément un event listener en fait qui va écouter sur le clic de cette, voilà, sur ce bouton-là et supprimer peut-être le commentaire ou quelque chose. D'accord? Mais comme il n'y a pas de ça, on peut supprimer ça juste à ce niveau. Si on retire cet élément-là, voilà, et qu'on actualise, voilà, si vous actualisez, il va demander en fait de renvoyer le formulaire. Donc, on va actualiser depuis l'URL directement. Et là, vous voyez maintenant qu'il n'y a plus de bouton de suppression. Donc, on va revenir à ce niveau. Carrément avant, c'est-à-dire qu'avant de passer entre ça et ça, on va optimiser. On va dire que notre paragraphe déjà doit avoir une marge Y, attention, une classe déjà. Je vais dire margin Y de 6. Et là, on va venir faire un HR ici.
Dans notre div ici, en plus d'être un conteneur, je vais ajouter une marge. Ceci. Donc, si on revient pour voir, on actualise, bim, ça fait ça. Voilà, donc c'est mieux. Maintenant, en dessous, on va mettre un petit titre ici, c'est-à-dire à l'intérieur ici, on va créer un petit titre, même si c'est un H2, voilà. À l'intérieur, on va juste dire commentaire, d'accord. Et là, on va dire que c'est une classe, donc on va dire classe à ce niveau, et je vais dire, bon, peut-être je vais dire un title. Maintenant, je vais faire un is size. On va tester sur for d'abord pour voir. Je fais CTRL R et voilà. Donc, commentaire à ce niveau et ça donne ça. Alors, il est karma. Maintenant, je vais changer son background. Je vais dire que je veux qu'il ait un has text dark. Ok, on va actualiser. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, ça n'a pas pris. Alors, ok, j'ai mis tête en lieu de texte. Donc, si on actualise, voilà, il passe au sombre. Donc, c'est mieux. Donc là, on a géré notre espace de commentaires, c'est bon. Ok. Maintenant, on va gérer maintenant notre formulaire d'inscription. Donc, on va revenir à ce niveau. Et juste en dessous, voilà, ici, on va commencer, on va faire une classe form. Et là, on va dire aussi classe. Je pense qu'il y a la classe TextArea aussi qui est supportée, si tu ne m'abuses. On va faire classe TextArea et là, je vais venir faire une classe button à ce niveau. Donc, si je viens et que j'actualise, voilà. Donc, ça crée un truc comme ça. Je vais appliquer la classe isSmall. Ok, c'est ça. D'accord. Et maintenant, je vais créer la div container control. Ok, qui va contenir directement notre TextArea. Et c'est bon. Donc, on va revenir, on va actualiser. Attention. Et voilà, attention. Qu'est-ce que j'ai oublié à l'extérieur? Ok. Donc, attention, et ça. Donc, notre textaria doit revenir à l'intérieur de ce niveau. Ok. Donc, si on actualise, ça fait ça. D'accord. Maintenant, on va créer une petite marge entre notre textaria et notre bouton send. Donc, on va venir faire un MB de 5, de 4. Bon, de toute façon, c'est jamais de trop. Voilà, donc un MB de 4. Et là, on peut cliquer sur Send pour envoyer. Alors maintenant, plus que cette dernière partie où nous allons indiquer maintenant la date de publication avec la notion du il y a. Alors pour gérer ça, nous avons deux solutions. La première solution, si on le passe sur Visual Studio, c'est de le gérer depuis les vues à ce niveau. C'est-à-dire carrément qu'on essaie de traiter ça depuis là avant de l'envoyer. Maintenant, le souci, en fait, si on doit gérer ça depuis notre vue, en fait, c'est que ça sera plus compliqué parce que si on a plusieurs commentaires, il va falloir qu'on boucle, en fait, sur chaque commentaire, récupérer l'information sur la date de publication et la retourner. Et là, je me rappelle carrément que je n'ai même pas ajouté, en fait, à cette date de publication-ci. D'accord? Donc, je vais revenir dans mes modèles ici. Voilà. Et là, j'ai pas mis la date de publication. Donc, il nous faut aussi une publish date. Sans ça, en fait, on ne peut pas carrément indiquer ça. Ça va de soi. Donc, on va utiliser cette fois-ci pas un date field, mais un data time field. Donc, on va faire le date time field puisque lui, en plus carrément de la date, il va intégrer la notion d'heure aussi. D'accord? Du temps. Alors là, par défaut, je vais indiquer un temps par défaut. Je vais dire que le temps par défaut, ça sera date time now. Voilà, datetime.now ici. Donc, la date par défaut est indiquée. Donc, à ce niveau, maintenant, il va falloir que j'effectue une nouvelle migration. Voilà. OK. Et là, je vais migrer.
D'accord. Donc là, il m'avertit que voilà, il y a des dates par défaut qui ont été appliquées avec le support de la time zone et tout. Alors, si je reviens dans ma base de données, c'est quoi là? Vous allez voir que cette fois-ci, il a affecté la dernière date qui était à jour. Voilà, c'est-à-dire notamment 20h47 à l'heure à laquelle j'ai enregistré cette vidéo, a été mis pour tous mes postes en fait. Bon, tant mieux, puisque de toute façon, il nous fallait une date au moins. D'accord? Donc, une fois que ça maintenant c'est fait, on va gérer maintenant par la deuxième solution qui est depuis le template. Donc, si je viens dans le template de show, voilà, à ce niveau-là, si je reviens à ce niveau-ci, au niveau des 31 minutes, notamment là, on va faire passer notre date ici. Donc, si je fais data comment point data publish id du moins, voilà, je fais comment point publish id date, d'accord? Donc, si on actualise, on verra maintenant septembre 5 2024, tout ça. Donc, on peut carrément laisser ça à ce niveau-là pour indiquer que la date de publication, la date complète de publication, c'est bon. Mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu avec la notion de ILIA pour que vous compreniez comment est-ce que ça fonctionne, puisqu'on va aborder une nouvelle notion qui s'appelle la notion des tags. Alors, les tags, c'est quoi? C'est tout simplement ça. Statique, par exemple, est un tag. URL également est un tag. D'accord? Donc là, carrément, on a loadé notre tag statique ici. D'accord? Donc, on va créer un tag à nous, puisque les tags, c'est une fonction comme les autres, en fait. Vous voyez que souvent, ils prennent des paramètres. Voilà, notamment statique qui prend l'adresse à laquelle, voilà, l'élément est stocké pour la retourner. D'accord? Donc, les tags, ce sont des fonctions. D'accord? Donc, on va créer une fonction qui va prendre en paramètre une date time complète, et va retourner, voilà, une notion disant que selon les heures, les mois, les années, peu importe, il va retourner ça automatiquement. D'accord? Donc, pour créer ça, il va falloir qu'on crée un dossier qu'on va appeler template tag. Alors, le dossier, on va le créer dans notre application blog ici, puisque c'est un module, donc on va créer un folder ici qu'on va appeler template tags. Attention au nom du module là, ça doit correspondre exactement à ça, sinon Python ne va pas reconnaître en fait ce module, Django du moins. Ok. Et là maintenant, étant donné que c'est un module qu'on va loader, il va nous falloir créer un fichier ini, donc underscore init .py. Voilà, ce qui va indiquer que c'est un module là qu'on va pouvoir loader. Ensuite, on va créer, voilà, un autre fichier qui va contenir maintenant notre programme. Donc, je peux l'appeler en fait data ou timers. Bon, je vais dire timers. D'accord. Et pour m'assurer qu'il n'y a pas de conflit, je vais faire timersp.py. D'accord. Vous pouvez nommer ça comme vous voulez, mais assurez-vous en fait de mettre un suffixe ou un préfixe pour vous assurer qu'il n'y aura pas de conflit avec voilà, une classe ou un module en fait de Python. D'accord. Donc, timersp en fait va contenir ma fonction. Donc, à l'intérieur, je vais définir juste une fonction. Donc, on va créer notre fonction que je vais appeler getTimer, d'accord, avec un underscore à la fin. Ok, et getTimer va prendre en fait en entrée ce qui va appeler la data qui sera du type dataTime, d'accord, qu'on va devoir importer. Donc, quick fix et voilà. Donc, from datetime, import datetime. Donc, c'est bon, d'accord. Et là maintenant, à partir de là, je vais revenir à la ligne, je vais faire un pass. Maintenant, pour que Python reconnaisse en fait cette fonction, d'accord, bon, pour l'instant, je vais dans la fonction de faire un return de dates. D'accord, pour que Python reconnaisse maintenant cette fonction comme étant un tag, il va falloir qu'on le lui indique. Donc, pour indiquer ça à Python, on va importer un module, voilà, qui s'appelle template. Donc, je vais faire import, attention, import template. Voilà. Et avec ça maintenant, je vais indiquer ici, je vais créer ce qu'on va appeler un register, okay, qui sera égal à template.library. Voilà, d'accord. Et là maintenant, je vais enregistrer mon template ici. Voilà, cet élément comme étant un template. Donc je vais venir faire en fait ici que en tant que décorateur. Donc ici, je vais utiliser un décorateur. Voilà, venant de register.simpleTag. Et voilà. Donc là, je viens de créer un tag. Tout bonnement. D'accord? Et maintenant, pour importer ça, on va venir à ce niveau. Comme on a fait pour static, on va loader le tag. Donc, je vais venir faire load
Et le tag à importer, c'est le nom que vous avez entré à ce niveau. Attention, je vais remonter. Timers.py. Donc, vous allez faire un load de timers underscore p directement. Puis, au niveau maintenant, à ce niveau, on va utiliser directement notre élément. Étant donné que c'est une fonction, maintenant, c'est cette syntaxe qui sera utilisée. Vous le savez très bien à ce niveau. Donc, cet élément va rester comme étant un paramètre de notre fonction. On va dire ici getTime. OK, voilà. Donc, je vais vérifier que c'est bien getTimer. Si je vais dans timer, puis getTimer, c'est ça. Donc, c'est ça. À ce niveau maintenant, si on actualise, vous allez voir qu'il n'y aurait pas un changement. Alors là, évidemment, il plante. En fait, pour qu'il prenne en compte la modification, il va falloir que vous relancez votre serveur. Voilà, il va falloir arrêter le serveur et le relancer. Donc, je fais CTRL-C. Voilà, et je relance le serveur. OK. Une fois que le serveur est relancé, si vous reloadez la page, normalement, il va afficher et rien n'a changé puisqu'il retourne directement la date qu'on a envoyée. OK? Alors, cette notion de il y a, d'après vous, comment est-ce qu'on va implémenter la notion du il y a? C'est très simple en fait. Il faudrait d'abord qu'on sache la date qui est envoyée en fait correspond à quelle date exactement. D'accord? Quelle date est-ce qu'on a? Et pour ça, on va utiliser ce qu'on va appeler le timestamp. Le timestamp, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de secondes en fait qui s'est écoulé depuis le 1er janvier 1970 à minuit. Oui, c'est ça. C'est une date en fait par défaut, voilà, que le monde de l'informatique a bloqué, voilà, comme étant une valeur de référence en fait. Donc, le timestamp va nous permettre de calculer le temps qui s'est écoulé entre la date de création de notre poste et la date à laquelle on est actuellement en fait. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est simple. Je vais utiliser ce que je vais appeler une fonction. Je vais appeler une fonction start, ou du moins, voilà, une variable start ici, dans laquelle je vais stocker notre timestamp de départ. Donc, je vais venir dire en fait que la date, je vais prendre la date ici, et je vais demander à ce qu'il me retourne en fait à le timestamp ici, directement. Donc là, notre variable start va contenir le nombre de secondes qui s'est écoulé depuis le 1er janvier 1970 à la date de création du post ou de commentaire. Ensuite, ici, on va aller à la fin, on va créer une variable qu'on va appeler end qui va contenir carrément le temps actuel. D'accord? Donc, la fin de la course, actuellement. Donc là, on va dire en fait que ça sera en fait une datetime.now puisqu'on va récupérer le temps actuel auquel on va demander de nous retourner seulement son timestamp. Et c'est tout. Donc maintenant, on aura tout simplement la diff. Voilà, c'est des maths de base qui sera égal en fait à end-start. Donc dans diff, nous allons récupérer la différence de temps qu'il y a entre la date de publication et maintenant. Donc, comme je dis en fait à 7 secondes. Donc ici, on aura carrément voilà, un float contenant en fait un nombre de secondes. Donc, pour pouvoir utiliser ça, nous allons faire une petite expérience ici ensemble. Donc, je vais un peu ouvrir un shell à l'intérieur ici. Donc, je vais activer mon environnement de développement et je vais lancer le PyShell ici. OK. Donc, une fois que Django Shell est lancé, on a un shell qui va nous servir de calculatrice. Alors, nous allons partir sur la base d'une année commerciale, donc 360 jours. Alors, on sait qu'il y a 12 mois il y a 24 heures du moins dans une journée. D'accord. Ensuite, on a 60 minutes dans une heure et on a 60 secondes dans une minute. Donc, en gros, en un an, on a en somme, voilà, 31 104 000 secondes. OK. Alors, ce que je vais faire, je vais importer un module datetime. Donc, je dis from datetime import datetime. OK. Et là, je vais créer une variable t qui va contenir en fait un datetime ici. Je vais faire datetime.now.timestamp. OK. Donc, voici t. Alors, on va essayer de voir combien d'années s'est écoulé entre 1970 et maintenant. Donc, je vais faire t divisé par cette variable-là plus haut que je n'ai pas stocké. Je vais récupérer ça dans ce que je vais appeler vdate, peu importe, je vais dire v égale à ça. Donc, je fais t divisé par v et ça nous donne 55 ans. Donc, si vous faites l'année en cours 2024
moins 1970, ça fait bel et bien 54 ans. Mais là, il me dit que ça fait 54 ans, 47 et poussière. Alors, donc, on sait que ça fait 54 ans et une autre date qui suit. Alors, ce que nous allons faire, en fait, nous allons retourner une valeur. C'est-à-dire qu'on va tester d'abord si au moins on a un an dans le temps. Dans ce cas, on va retourner le nombre d'années que nous avions. Sinon, si on a quelques mois, on va retourner le nombre de mois. Sinon, si on a des jours, le nombre de jours, des heures, des minutes ou des secondes. Et pour faire ça, nous allons utiliser ce qu'on va appeler un modulo. On va faire en fait une opération fait modulo de 1. Le modulo, c'est quoi? C'est tout simplement une opération qui va retourner le reste d'une division entière. Par exemple, si on suppose que je prends 2,45, ok, et que je divise par 1, puisqu'on suppose qu'on veut carrément au moins qu'il y a 1 dans une valeur. Là, il va me donner bien évidemment 2,45. Mais si on fait la division entière, il va me tourner 2,0. Alors, le modulo, en fait, c'est l'opération qui va nous retourner le reste de cette division. Donc, si je fais 2,45 pourcentage 1, il va me tourner 0,45. D'accord? Donc, peu importe ce que je vais faire, en fait, il va me tourner toujours le reste de la division. Et là, maintenant, on peut savoir que de là, en fait, il nous reste 0,45 qui correspond en année. Par exemple, si je récupère ma variable V, c'est-à-dire que si je fais, par exemple, la V, euh, non, T divisé par V, qui est là, ok, et que je fais cette opération-là, pour ça, il va falloir que je les mette entre parenthèses. Je fais modulo de 1, il va me retourner 0,47, 57, 95 et tout, tout, tout. Donc, en fait, il me dit qu'il reste ça. D'accord? Donc, si je prends ce résultat-là, d'accord, et que je vais multiplier, puisque là, c'est en an, en fait. Donc, pour avoir ça en mois, il suffit de multiplier par 12, pour dire 12 mois. Donc là, il me dit que ça fait une année, 12 mois, on est d'accord. Et là, si je récupère encore ce résultat ici, que je fais modulo de 1, c'est-à-dire que je vais retirer l'ensemble des mois. Donc, je fais encore modulo de 1 ici, d'accord? Et euh, je vais multiplier cette opération à nouveau. Voilà, je vais multiplier ça maintenant, puisque le reste de cette opération, regardez, si je fais ça comme ça, je vais revenir à ce niveau. Attention, 1. Une parenthèse de trop que je dois supprimer. Si je lance cette syntaxe, là, il me dit ça va pas. Ok, attention, la parenthèse n'était pas de trop justement. Donc là, il me retourne ça, le 0,73. Donc ça maintenant, c'est un mois. Donc si on récupère ça et qu'on multiplie par 30 pour avoir le nombre de jours à l'intérieur, ça nous dit maintenant 21 jours. D'accord? Donc ça fait en somme euh, une année, 5 mois, voilà. Ensuite, 21 jours. Et ainsi de suite, on peut descendre jusqu'à avoir le nombre de secondes qui s'est écoulé. D'accord? Donc, pour faire ça ici, je vais me permettre de créer, voilà, une fonction que je vais appeler format, d'accord, qui va en fait te donner une valeur formatée en fait. D'accord? Et cette fonction-là va récupérer ce qu'on va appeler un time delta. Ok? La time delta, c'est la différence de temps qu'il y a eu entre tes valeurs. Ok? Et là, je vais dire en fait que year ici doit être égal à time delta, d'accord? Qu'on va diviser par cette suite-là, on va dire 360 multiplié par 24, voilà, pour les 24 heures, on va multiplier par 60 pour les 60 minutes dans l'heure et les 60 secondes. Ok? Donc, on récupère ça. Alors, on va faire un petit test. On va dire if, d'accord, si euh, year modulo de 1 est supérieur à 1, est supérieur à 0. C'est-à-dire notamment, on veut au moins que ça soit égal à 1. Si c'est le cas, je veux que tu retournes ici. Voilà, tu vas juste faire un return de, voilà, il y a, et on va passer une fonction ici. Bon, ça, il faut que ce soit un f-string. On va dire f-string de ça. Et là, on va dire round de year.
directement. Donc, on va juste récupérer la partie entière. Vous dites tel nombre d'années, tel nombre de mois, tel nombre de minutes, tel nombre de secondes. D'accord? Ensuite, on va dire elif, sinon. OK? Et dans ce cas maintenant, on va faire year, OK, modulo de 1, bien évidemment, on va toujours répéter cette opération. Year modulo de 1 ici, OK, qui est là. Euh, attention, en fait, ici, c'est pas year modulo de 1 qui doit être supérieur à 1, attention. Mais c'est plutôt year qui doit être supérieur à 1. Si année entière doit être supérieure à 1, là, on fait ça. Mais si c'est pas le cas, là, on va faire le modulo de 1, bien évidemment, que l'on va multiplier par 12 pour avoir ça en mois. Parce qu'on sait que si au moins ça n'était pas un an, ça peut être à quelques mois, en fait. D'accord? Donc, si on fait ça, qu'on va multiplier par 12, voilà, et on va tester que cette valeur-ci, voilà, cette valeur-ci doit être supérieure à ça. Maintenant, pour éviter ça, je vais faire juste un else ici. D'accord? Donc, je vais faire un else. Et dans ce else-là, je vais créer à l'intérieur, voilà, mon ici. Voilà. Ou soit carrément, attention, je vais réorganiser tout ça, puisque j'aimerais que je vais créer beaucoup de boucles en fait. Je ne fais pas ça. Donc, je vais juste venir faire ici en même temps le monf directement. Peu importe. On va dire que monf doit être égal juste ailleurs. D'accord? Modulo de 1 multiplié par 12. On est d'accord. Ensuite, on va venir faire, après le mois, on aura les days. OK? On dira que les days doit être égal à month. OK? Là, c'est mieux de mettre ces éléments-là entre parenthèses pour éviter en fait, voilà, les comportements inattendus. Modulo de 1, OK, qu'on va multiplier par 30. Pour dire, on a 30 jours dans le mois. D'accord? Encore une fois, on passe le principe d'un mois commercial. D'accord? Et ensuite, on va dire qu'on aura les hours. Et les hours sera égal en fait à days modulo de 1 multiplié par 24. Supposez qu'on a 24 heures dans le mois, dans la journée du mois. Voilà. Ensuite, on aura les minutes, ok, qui sera bien évidemment égal à hours modulo de 1 multiplié par 60 ans. On a 60 minutes dans une heure. Et enfin, les seconds. Et les seconds, on dira que ça sera les minutes, voilà, modulo de 1 multiplié par 60 aussi. Donc, en gros, ça donne ça. Alors, tout ce qu'on va faire en fait, c'est faire des tests. On va dire if, si, year, c'est-à-dire qu'on va dire si year est supérieur, attention, voilà, si year est supérieur à 1, à 0. Donc, s'il est positif. Donc, s'il est positif, on va retourner ce message ici. On va faire un return d'un f-string. Et là, on va dire juste que il y a ici, voilà, et on va passer le round de year. Donc, on va passer directement l'année sans compter en fait voilà, le reste. Ensuite, on va faire un elif. Sinon, si month est supérieur à 0, alors dans ce cas, on va retourner ça. Voilà. Maintenant, ici, il faut que je mette un juste après. D'accord? Et là, on va dire moi. Et là, ce sera à mon. D'accord? Donc, la fonction round va arrondir un peu le résultat. D'accord? À la valeur entière. Donc, ainsi de suite, je vais dupliquer ces lignes-là. OK? Et là, je reviens à la ligne. Et là, ça sera pas à mon enfant, mais ça sera à days. Ici aussi, ça sera à days. Et là, ça sera à jour. OK? Ensuite, on revient dans ce elif ici. Et là, on aura hour. Et là aussi, hour. Et ici, on va mettre heure en français. OK. Et là, on va dupliquer à nouveau ces deux lignes-là.
OK? Donc, après les heures, on aura les minutes. Donc, on va dire minutes. Donc, ici, minutes. Et enfin, ici aussi, on va dire minutes. Donc, je reviens et je tabule ça. Et là, maintenant, si ce n'est ni en année, ni en mois, ni en jour, ni en heure, ni en minute, c'est que forcément, on est dans le cas de la seconde. D'accord? Donc, on va dire Elsa. Je veux simplement que tu me retournes juste ça. Maintenant, seconds. Et là, seconds. Et c'est tout. D'accord? Donc, dans ce contexte-ci, je pense que je vais supprimer ces instructions qui ne servent pas. Et là, maintenant, tout ce qu'on aura à faire, on va retourner le résultat de format de diff. Et c'est tout, hein, c'est tout. Alors, on va revenir maintenant et on va actualiser ensemble. Si j'actualise, on patiente. Là, OK, le serveur s'est arrêté. On va aller relancer ce dernier à ce niveau. D'accord, ok. Le serveur s'est arrêté à ce niveau. Donc, je l'exécute et c'est bon. Donc, si vous actualisez, là, il me dit str object addon attribute timestamp. Ok, donc là, il me dit qu'on envoie un élément de type str et ça ne passe pas. Maintenant, où est-ce que ça coince? On va aller voir un peu à ce niveau. Ok, j'ai fait start datetime ici. Data.timestamp ici. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que je lui retourne? Un objet de type, si je le passe dans le show, ici, là je fais getTimer et là je lui retourne en fait un username, ça n'a pas de sens, vous convenez. Donc il va falloir que je retourne en fait comment, point, non, attention ici, euh, là je pense que j'ai mélangé un peu les choses. Ici c'est plutôt ça, c'est toujours ça ici, à ce niveau. Voilà. Donc, il sera appelé uniquement ici. Donc, je m'étais trompé en fait à deux balises. Donc là, je vais appeler là ma fonction getTimer. C'est ça. Alors, je pense que c'est bon. D'accord, je vais arrêter le serveur. Je vais nettoyer la console. Je vais relancer à nouveau. Voilà. Et on va actualiser à ce niveau. Bon, il me dit que OK, il me dit que le tag n'est pas pris en compte. Je me suis trompé sûrement du nom de la fonction. Pourtant, j'ai pas l'impression, hein. Donc, si je reviens, je dis getTimers, que je dis ça. OK. On dirait que j'avais mis un S de trop. Et voilà, il vient ici. Et là, vous voyez qu'il a mis là 01, 01, 01, 01. OK, voilà. Donc là, il me retourne toujours tout en année. Alors, si je revenais pour comprendre, je vais le passer dans ce timer ici. Où est-ce que ça coince? Là, j'ai dit if year est supérieur à 0. Ok, donc là, je dis si année est supérieure à 0, et bien évidemment, année est supérieure à 0, mais seulement qu'il n'atteint pas 1. D'accord, vous comprenez un peu, il est compris entre 0 et 1. Donc, c'est pas nul en fait. D'accord? Donc, pour régler ça, on peut remplacer juste les 0 par 1. Vous dire en fait, s'il est supérieur ou égal à 1, là, tu fais ça. D'accord? Et là, je pose un peu la même chose ici à ce niveau. D'accord? Et voilà, je vais créer des curseurs. Avec Alt, je peux créer plusieurs curseurs ici. Voilà. Et là, j'ai dit égal et 1. D'accord. Donc, à partir de là, je pense que si j'actualisais avec CTRL R, voilà, tout est bon. Il me dit il y a 2 heures, il y a 2 heures, il y a 2 heures. D'accord. Donc, il retourne en heure en fait. Et là, bah, si je fais juste, voilà, new test, je fais juste ici new test, je fais send. Voilà. Si j'envoie, vous allez voir juste en dessous. Le dernier commentaire, il y a 22 secondes. Mais là, vous voyez en fait qu'il n'a pas classé les commentaires par ordre d'arrivée. Du moins, il a fait les commentaires en fait selon l'ordre en fait qui lui est parvenu et non pas par, voilà, du plus récent au plus vieux.
OK? Donc, on va gérer ça tout à l'heure. Donc, si on revenait directement à ce niveau, c'est-à-dire que je vais repasser dans ma vue. OK, je vais venir dans la vue ici. OK. Et lorsqu'on va sélectionner nos différents commentaires, c'est-à-dire que à ce niveau-là, après avoir filtré ça, je vais faire juste, je vais faire un post, je vais faire juste un order by, OK, et le champ, ce sera la published date. OK, voilà, je vais dire que je veux qu'il fasse un moins de 100 directement. Donc, si je reviens, j'actualise. Non, c'est pas ça. Je vais actualiser carrément l'URL. Et normalement, il y a 1 minute, 2 heures, 2 heures, 2 heures. Il va classer ça maintenant par le plus récent au plus ancien. Alors, ici maintenant qu'à gérer cette partie directement, voilà, à ce niveau-là. Donc, directement à ce niveau, on va ajouter cette petite partie-là. Plutôt que de mettre la data, on va utiliser le il y a aussi ici pour indiquer que voilà, l'article était publié depuis un nombre de jours. D'accord? Alors, pour faire ça, il va falloir qu'on modifie aussi notre modèle voilà, le modèle qu'on a pour notre élément blog, puisque au niveau du published date, il va falloir qu'on remplace le date field par un data time field. OK? Une fois que ça c'est fait, on va revenir à ce niveau, on va créer une nouvelle migration pour blog et on va appliquer cette migration. Et voilà, la migration est appliquée. D'accord? Donc, reste plus maintenant qu'à venir dans notre affichage du blog, c'est-à-dire dans Index. Et là, on va venir dire que juste à la fin, ok, donc plutôt que de faire post.publishDate, ici on va également loader notre fonction getTimer directement. Voilà, et là je viens, je dis juste que voilà, c'est getTimer ici. Il va falloir également qu'on le load comme on a loadé statique, sinon ça va coincer. Ok, et là je vais dire que bah oui, je veux que tu fasses un load de timers. Puis voilà, donc il y a un S ici. Et là, si on revient, on actualise, il a 23 jours, il a 25 jours, il a 25 jours. Voilà, donc c'est bon. Donc, on a géré ensemble maintenant l'espace de commentaires. Chaque utilisateur a le pouvoir maintenant de passer un commentaire à ce niveau-là. Voilà. Et ce commentaire est automatiquement pris en compte par notre éditeur de texte ici. D'accord. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons voir un peu comment gérer les cas d'erreur. C'est-à-dire, par exemple, que lorsque nous allons rentrer un slug qui n'existe pas, comme je viens de le faire ici, plutôt qu'il nous retourne une erreur, voilà, un crash de l'application, on va apprendre ensemble à gérer l'erreur de façon plus stylée. D'accord? Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Demystify Code. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!